Glucksmann appelle à tourner la page de Macron et de Mélenchon avant 2027. Voilà. On savait pas trop quoi faire comme blague d'intro et vraiment le ridicule ça fonctionne à tous les coups. Bonjour et bienvenue sur Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique et indépendante. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper. Aujourd'hui on revient au classique avec la Palestine, les conséquences de la législative et la Kanaki. Et donc on va commencer avec les dernières actualités concernant la Palestine. Alors on va parler de la Cisjordanie pour être bien sûr de quoi on parle. Donc là c'est la bande de Gaza dont on parle beaucoup à la télé et puis sur Actu Réfractaire. Et puis tu as la Cisjordanie, c'est toute cette zone à l'est qui est partiellement occupée par les colonies israéliennes. La bande de Gaza, c'est là où est organisé principalement le Hamas, ça a été largement bombardé. Et la Cisjordanie, elle est administrée par ce qui reste du Fatah qui collabore avec l'État israélien. Et dans cette zone-là, les Palestiniens, ils ont subi de nombreuses attaques et une accélération de la colonisation. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des pogroms en Cisjordanie, c'est-à-dire des tabassages et des meurtres racistes organisés par des colons israéliens contre les Palestiniens. Ça a été le cas dans la ville de Gite où une centaine de colons israéliens sont venus brûler, chasser et assassiner les Palestiniens sur leurs terres. Et ça évidemment en totale impunité. C'est dans l'une de ces attaques de colons qu'un Palestinien de 22 ans a été assassiné, brûlé vif dans sa voiture. Pour rappel, le gouvernement fragile de Netanyahou tient grâce à une alliance électorale avec les ultra-orthodoxes très présents dans les colonies en Cisjordanie. Netanyahou se maintient donc au pouvoir en soutenant et en renforçant les actions de ces colons. Et pendant ce temps-là, l'armée la plus morale du monde continue ses horreurs. Des otages palestiniens torturés dans la ville de Jénine et de Tulkarem ont été photographiés et humiliés par des soldats israéliens. Des photos qui se rajoutent aux nombreuses enquêtes qui prouvent l'existence de camps de torture israéliens contre les Palestiniens. Autre information impressionnante, c'est ce graphique qui représente les bombardements des villes lors des principaux conflits. On voit que les bombardements sur Gaza sont beaucoup plus intenses que les principales batailles de la Seconde Guerre mondiale. Zied Majed, universitaire spécialiste dans le Moyen-Orient, a très bien résumé la situation et la stratégie de Netanyahou. C'est une vidéo qui a été extraite par le compte Caisse de Grève et qui a été publié par Cerveau non disponible. Le vrai objectif de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne, c'est de rendre toute cette zone inhabitable. C'est la destruction des conditions de vie des Palestiniens afin de les pousser à moyen terme à partir en effectuant un changement de démographie à Gaza, puisque aujourd'hui on dit que 94% de l'eau n'est plus potable, puisqu'il y a eu une destruction systématique de tous les hôpitaux, de toutes les écoles, des universités, il y a eu la destruction de l'infrastructure, il y a la famine, il y a des maladies. Donc l'idée est, en plus de ce qu'on appelle herbicide et domicide, donc la destruction de tous les espaces urbains et des domiciles des Palestiniens, pour effectuer un changement démographique afin de pousser les Palestiniens à partir. D'ailleurs, Blinken, là, le secrétaire d'État états-unien, vient de rendre visite à Netanyahou. Celui-ci affirme que le premier ministre israélien serait prêt à un cessez-le-feu, alors que Netanyahou lui-même n'en parle pas dans ses prises de parole publiques, ce qui est un peu bizarre. Et ça, c'est la suite d'une longue négociation dont on ne connaît pas les conditions. Le Hamas, lui, n'aurait pas accepté ces conditions-là, et encore, tout ça, ça à prendre avec des pincettes parce qu'on parle d'effets de communication et de propagande là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la communication, le Parti démocrate tente d'essayer de soigner un peu son image par rapport aux élections qui arrivent en novembre. Mais au-delà des coûts de communication, tu as une information qui est bien plus importante. La Maison-Blanche vient d'accepter la vente de 20 milliards de dollars d'armes à l'armée israélienne. Dans le caddie, on retrouve 50 avions de chasse F-15, 33 000 munitions de tanks, 50 000 obus de mortier, et c'est pas fini. Bref, le massacre de l'armée israélienne continue puisqu'il fait la fortune des industriels états-uniens. Et pour finir avec la Palestine, on va parler d'une petite action menée à Puy-en-Velay à côté de Valence, donc dans le sud de la France, et qui a été filmée par Pierre Hugo qui nous envoie ces images. C'est des manifs qu'ils organisent fréquemment, au plus fort des mobilisations, il y a eu plus d'une centaine de participants, et ça se calme cet été, mais les actions sont toujours organisées. Ils nous disent que là-bas, ils ne lâchent rien et qu'ils voudraient relancer la machine dès la rentrée. Et si toi aussi tu as des vidéos d'action, n'hésite pas à nous envoyer ça sur actu@lecanardréfractaire.org. Ça marche aussi avec les infos régionales ou alors l'actu qu'on aurait oublié, qu'on n'aurait pas traité. Et maintenant, on va passer aux législatives.
On parlait hier de la France Insoumise qui va lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron. Une éventuelle destitution de Macron qui n'est pas le sujet pour Lucie Castet, qui est la candidate du nouveau Front Populaire et qui tient la même ligne que le PS. Elle préfère envisager la motion de censure en cas de nomination d'un gouvernement qui ne correspondrait pas aux résultats de l'élection. Pour elle, un gouvernement du nouveau Front Populaire pourrait gouverner, même sans majorité absolue, en trouvant des alliances de circonstances, texte par texte, comme l'ont fait les macronistes depuis les législatives de 2022. Ce qu'elle ne précise pas, c'est qu'un gouvernement NFP doit éviter la censure, donc doit avoir l'accord implicite de la majorité de l'Assemblée nationale pour gouverner. Donc quoi qu'il arrive, un gouvernement NFP, ça veut aussi dire un gouvernement qui est tenu par les macronistes. Malgré le manque des soutiens des autres petits partis du NFP, la France Insoumise maintient la menace de destitution contre Macron en cas de non-nomination de Lucie Castet et continue d'affirmer que c'est une option crédible. Manuel Bompard, le coordinateur de l'AFI, explique que la France Insoumise dispose du 10e de députés nécessaires pour déposer une proposition de destitution et que les députés non macronistes sont assez nombreux pour voter une telle proposition. LFI va donc créer un moment de vérité pour forcer les députés PS et RN à se positionner pour ou contre Emmanuel Macron. Toujours dans ce bazar, la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon ne rencontrerait pas beaucoup d'opposition parmi les députés PS qui se sont réunis vendredi dernier pour en discuter. D'après Le Monde, ça permettrait de satisfaire certaines volontés au sein du Parti socialiste de se détacher de la France insoumise et de revenir au pouvoir en s'alliant avec les macronistes. Seul Olivier Faure semble avoir quelques réserves, estimant que tout autre candidat que Lucie Castet serait un candidat choisi par la droite. Allez, on finit avec la Nouvelle-Calédonie, mais sous un angle que vous connaissez peut-être pas. Dans une des vidéos du Canard réfractaire, on expliquait que l'un des enjeux cachés de la Nouvelle-Calédonie, c'était le nickel. Les indépendantistes, ils ont pris le contrôle suite aux accords de Nouméa de mines et de raffineries de nickel au nord du pays. Sauf que ces usines et ces mines subissent une grave crise économique et ça a commencé bien avant les révoltes. Ces machines de production ne survivent que via deux choses, les subventions et une loi qui oblige le nickel de Kanaki à être raffiné en Kanaki par des entreprises locales. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, puisqu'il y a des mines en Kanaki, il faut bien des raffineries en Kanaki, du coup celles-ci sont maintenues. Et justement, l'une des volontés récentes de la Macronie, c'était d'enlever cette loi-là et de permettre aux miniers de Kanaki de pouvoir exporter directement les métaux bruts. Ce qui va permettre de rentabiliser les mines et d'éviter d'investir des milliards dans des raffineries qui ne seront jamais assez rentables face à la concurrence asiatique. Ce qui fait que le conflit social en Kanaki, même si on le présente jamais comme ça, c'est aussi un conflit d'accès aux ressources et de développement de l'industrie. Et donc l'actualité, c'est qu'on a appris récemment que l'entreprise KNS ferme suite au départ de Glencore, un actionnaire à 49%. Faute de repreneurs, c'est 1200 emplois qui sont supprimés. Les pertes se sont accumulées dans l'usine pour atteindre 14 milliards d'euros. À l'origine, l'usine KNS devait servir au rééquilibrage économique entre le sud loyaliste et le nord indépendantiste. Cette fermeture risque de produire une désertification de la région au nord de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le départ d'habitants vers Nouméa pour trouver un travail, sauf que là-bas, le chômage est déjà très fort. Et c'est aussi une perte industrielle pour la bourgeoisie indépendantiste qui perdent là un moyen de pression et d'enrichissement face aux loyalistes. Un appauvrissement des Kanaks, une désorganisation de la classe dominante des indépendantistes qui risque de renforcer encore les révoltes des Kanaks dans les semaines à venir. C'est là-dessus qu'on termine. C'était Maxime à l'écriture, monteur décolonial au montage. Pensez à nous soutenir via Tipeee pour qu'on puisse continuer à développer nos médias réfractaires avec des petits dons réguliers comme ça. Et puis abonnez-vous pour ne rien louper de cette quotidienne. Et ça, c'est l'un des meilleurs moyens pour soutenir notre travail. Force à vous et à demain 18h pour une prochaine Actu Réfractaire.